Un des exemples qu'on a, c'est il y a une slide, je la vois très bien là, il y a Michael Jordan et il y a Phil Jackson qui est le coach de Michael Jordan pendant une grosse partie de sa carrière. En tout cas, celle où il a gagné des titres NBA. Phil Jackson, c'est un ancien joueur NBA. Il a gagné aussi 2 titres NBA. Mais c'est pas le quart du joueur. C'est pas la même. C'est sans commune mesure. Ouais, c'est pas le quart du joueur qui a été Michael Jordan. Pourtant, c'était son coach, il l'écoutait, etc. Donc ce mec-là avait quelque chose qui a bénéficié à Michael Jordan et que Michael Jordan respectait. Et en fait, c'est plus ça la relation que tu dois avoir. C'est comment tu permets aux gens d'être meilleurs sans que toi, tu sois le cadre dans ta discipline. Tu vois. Et c'est ça le succès d'un manager, c'est ce qu'il a mis en place un système qui permet à son équipe de progresser. Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Mais c'est aussi l'ensemble des hommes et des femmes qui chaque jour y engagent leur vie. Quelle est la réalité concrète de votre quotidien? Quels sont vos défis et comment les relevez-vous? Le Canap Parcours vous donne la parole. Bienvenue. Salut Ayat. Salut Yann. Alors comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Il fait un peu chaud là où on est. D'accord. Je transpire, je sais plus, c'est parce que j'ai plus l'habitude de faire ce type d'enregistrement là. Voilà. J'ai envie de redire métro boulot dodo. Oui, ça fait Comme longtemps. au début, ça fait longtemps. C'est vrai, Ça fait longtemps que j'ai plus dit ça. C'est vrai. Voilà. Alors. Un nouvel épisode du parcours, si je comprends bien. Ça fait longtemps. Ça fait un petit moment. On n'en avait plus fait. Ouais. Le Canap Parcours. Je pense que le dernier épisode était avec Désiré. Exactement, ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a une nouvelle invitée. Super. Voilà. Ouais. Julien. Salut. Enchanté, Julien. Enchanté. Merci de me recevoir. Mais je t'en prie. Parce que c'est un plaisir pour nous de te recevoir. C'est intéressant d'avoir des personnes qui veulent partager en fait leur parcours, partager leur expérience. Et voilà, de ce sens-là, nous, on est très contents de t'avoir comme invité. Je ne sais pas si je dois parler un peu de comment je... Mais ce sera intéressant, bien sûr. Oh, les gens vont dire que c'est trop facile, qu'on a des invités faciles. Alors, Julien, c'est le compagnon d'une invitée qu'on a déjà eue dans ce même format-là, Anastasia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait un parcours, disons, assez spécial. Atypique, on va dire. Qui avait fait que j'avais voulu, enfin j'ai un peu insisté pour la recevoir, parce qu'elle est partie d'un poste de commercial dans le luxe et tout, pour finir en tant que développeuse. Et pour ceux qui développent un peu, ils savent que passer de... L'inverse est un peu plus évident que le sens dans lequel Anastasia a fait. Et c'est ma collègue et qu'elle s'en sortait bien, elle était motivée et tout. Donc, on avait trouvé intéressant de pouvoir partager son parcours pour savoir comment on fait, comment ce trajet-là peut se faire avec succès, parce que c'est pas évident. Et donc, aujourd'hui, on reçoit son compagnon qui a aussi beaucoup de choses à nous partager. Voilà. Et donc, je parle beaucoup, j'ai déjà commencé. On va laisser Julien se présenter un peu, nous dire en fait qui il est, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Et puis ensuite, on va discuter. Ok. Je m'appelle Julien, j'ai 40 ans, j'habite Strasbourg, je me présente comme un enfant de 12 ans. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 40 ans, je vis à Strasbourg. Je suis entrepreneur, j'ai une boîte qui s'appelle The Design Crew et qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le product design. Donc c'est la conception logicielle en gros. D'accord. D'accord. Conception logicielle. Vous faites essentiellement de l'interface ou vous faites aussi de l'architecture, aussi un peu plus back-end et tout? Alors on va pas faire de back-end, mais par contre on va faire de l'architecture dans le sens où on va architecturer le front-end, tu vois, les flows, les écrans, les cinématiques d'utilisateurs, tu vois, les flows utilisateurs, etc. Et aussi un peu de logique quand même, tu vois, genre on est capable de comprendre la logique de conception que peut avoir un développeur. On va pas le coder, mais on va le spécifier de façon à ce que derrière ce soit facile à implémenter, tu vois. D'accord. Ok. Ça, c'est le type de métier qu'il y a dans l'environnement tech. Ouais. Genre
regarde, et je sais que peu importe les efforts que je fais, je vais être nul. Tu maîtrises pas? Ah bon? Je vais être nul. Pourquoi tu vas être nul? En fait, tout ce qui est interface graphique, en fait, imaginez la bonne interface pour que les gens ils soient à l'aise dans leur utilisation de l'outil et tout. Ah bon? Parce que moi j'avais l'impression que ceux qui font justement du back-end, c'est beaucoup plus difficile que la partie front, interface. Après, c'est peut-être une idée reçue. Non, en hein. fait, là, je parle plus en termes, il parle d'architecture de front. Architecture de front, c'est concevoir le truc, dire que oui, on met le bouton là parce que l'utilisateur... Je comprends, oui. Étudier le mécanisme, en fait. Je comprends. C'est faire la bonne interface pour le bon utilisateur, quoi. Mais c'est pas si dur en vrai. Tu vois, tu dis que tu serais perdu ou je sais pas ce que tu as employé comme mot, mais en vrai, ça marche vachement par l'empirisme. Plutôt que de se dire, je sais qu'il faut le mettre là le bouton, Ouais. bah en fait, tu vas choisir un endroit où tu vas le mettre et tu vas vérifier si ça fonctionne ou pas avec les utilisateurs. Et comme ça, tu vas petit à petit, par empirisme, comme ça, successivement, en essayant plusieurs trucs, tu vas dire, bah, c'est mieux là que là, et puis c'est mieux là que là, etc. D'accord. Et donc, tu construis un petit peu ton interface de cette façon-là. Ok. D'accord. Du coup, vous devez avoir quand même pas mal d'outils, de techno pour justement suivre en fait l'utilisation des gens, pour en fait définir est-ce que ça marche là. Il y a deux trucs là-dessus. Alors, on rentre tout de suite dans le... Oui, on prend C'est formation professionnelle. Alors, on va rentrer tout de suite dans les détails de comment ça fonctionne le métier. En fait, tu vas avoir des outils, effectivement, mais tu vas surtout avoir des méthodes. Et pour savoir si le bouton est bien placé, tu vas avoir deux façons de le faire. Tu vas avoir une version quantitative, tu vas le mettre en production et tu vas mesurer la data de combien de personnes ont cliqué dessus. Et en fait, tu vas voir que il clique plus souvent dessus s'il est en bas que s'il est en haut, par exemple. Ok, C'est un exemple random. Mais tu as une autre façon de le faire, plus qualitative. Et par qualitative, j'entends pas de meilleure qualité, mais ça vient de qualifiant, tu vois, un qualificatif, ça vient de là. Quantitatif et qualitatif. Ouais. Le qualitatif, c'est on va rencontrer des gens, on va leur donner notre téléphone avec l'interface dessus, et on va regarder comment ils se... Sans rien lui dire. On va leur donner une tâche à accomplir. On D'accord. va dire par exemple, moi j'ai travaillé chez Blablacar pendant 2 ans, et on va lui dire, bah voilà, je veux que tu réserves un trajet sur Blablacar. Ok. Et en fait, on va pas avoir 1000 data points, tu vois. Tu vas pas avoir 1000 enregistrements de sessions et 1000 clics sur un bouton. Tu vas en avoir 3, 4, 5, mais tu vas voir les gens manipuler ton interface, et là tu vas voir à quel moment ils se posent des questions, à quel moment ils sont un peu perdus, à quel moment ils réussissent bien, etc. Tu vois. Je comprends. Et donc en fait, tu as deux approches, une très basée sur les chiffres et le volume, et une plus basée sur un petit échantillon, mais tu vois beaucoup plus comportementalement ce que font les gens. Je comprends. Ok, d'accord. Bon. Tu vois, quand tu as la méthode. Est-ce que tu peux t'en sortir? C'est ça. Et maintenant, est-ce que tu pourrais t'en sortir un peu mieux? Il y a moyen. Parce que je pense que quand c'est mieux compris, exactement. Il y a plus moyen de faire des choses intéressantes, quoi. Tu vois. Après, c'est vrai que moi, avec disons mon appétence un peu plus prononcée pour le back-end, l'architecture de produit, mais plus c'est plus back-end. Souvent, tu as l'impression que en fait, vous êtes des sorciers, quoi, qui faites les interviews. J'ai un collègue que tu connais aussi, Yannick, qui lui, souvent il regarde ces trucs-là et dit mon truc de front là, franchement, ça me dépasse. Mais je pense effectivement que bon, avec un peu plus de volonté et puis d'application, on peut y arriver, quoi. Probablement pas de façon aussi performante que les professionnels du métier, en fait, comme toi et tes équipes. Bon, on devrait quand même pouvoir arriver à faire des choses potables. Ouais, et ça recoupe pas mal avec une théorie que j'ai. Je pense que tu retires des designers et tu leur donnes aux boîtes un temps suffisamment long. Je pense qu'on arrive au même résultat. Tu vois, nous, en fait, on fait juste gagner du temps. On arrive au résultat plus tôt. Je pense qu'une boîte, tu sais, dans la tech, tu as toujours cette notion d'amélioration continue. Ce côté d'empirisme, il existe aussi dans la tech au global, pas uniquement dans le design. En fait, une boîte, un produit, tout le temps, tu l'améliores. Et en fait, je pense que sur une échelle de temps suffisamment longue, bah, tu arrives au même résultat qu'avec un designer, sauf qu'avec un designer, tu y arrives beaucoup plus tôt. Quoi. Et puis bon, je pense qu'y arriver beaucoup plus tôt pour les entreprises, c'est le nerf de la guerre. C'est une valeur. Une grosse valeur, Et ça retouche aussi à, tu vois, la valeur qu'apporte le design à une boîte, qui est souvent mal comprise par les boîtes.
parce que tu leur parles de design, ils vont tout de suite penser ils font des interfaces jolies, c'est eux qui rendent le truc stylé et tout ça. Nous, dans notre boîte, tu vois, j'ai 2 associés. Le postulat de base, c'est on n'est pas des exécutants, on n'est pas des peintres. Nous, on est là pour aider à une boîte à tendre le plus vite possible vers la meilleure version de son produit. Tu vois. Et donc, on croit vachement à ça. C'est ce qu'on défend depuis 6-7 ans qu'on a lancé la boîte, 7-8 ans maintenant. Et ouais, je pense que c'est ça un peu la valeur qu'apporte le design. Et c'est souvent mal compris par les boîtes, j'ai l'impression. La preuve, c'est que même moi qui suis, disons, dans la tech, mais sur, disons, une branche, c'est pas si éloigné parce qu'on travaille ensemble. Bah oui, en vrai, bien sûr. Même moi qui suis dedans, je comprends pas forcément très bien en fait tous les mécanismes. À plus forte raison, il y a des personnes qui sont pas dedans et qui juste voient l'interface. Et la plupart du temps, ils disent que bouton ça. Enfin, ont du mal à envisager que derrière, tu as une cascade d'opérations qui se fait. Ouais. Mais j'ai entendu quelque chose d'intéressant dans ce que tu m'as dit. C'est quoi? Bon, tout était intéressant. Ça veut pas dire qu'il y avait qu'une seule chose qui était intéressante. Il y avait une virgule d'intéressant. Tout était intéressant, je précise. Mais j'ai entendu que tu as bossé chez Blablacar. Ouais. Donc ça veut dire que Julien n'a pas tout le temps été entrepreneur. Non. Bien sûr. Du coup, on allait un peu vite, on a commencé à parler de ce qu'il fait en ce moment, l'entreprise et tout. On va revenir à ça bientôt. Mais on revient un peu en arrière. Quelle étude est-ce que tu as fait pour commencer? Ok. J'ai fait des études. Alors j'ai fait un bac S scientifique. Alors, je crois que c'est plus comme ça que ça s'appelle maintenant. C'est plus un bac général avec peut-être des options. J'ai cru entendre un truc comme ça. Oui, ça a tellement changé. Et puis c'est tellement loin aussi pour moi que voilà. Donc j'ai fait un bac S scientifique. Après, je suis parti dans une école d'art appliqué à Strasbourg. Donc retour aux sources là depuis quelques mois. Mais Strasbourg, il y avait 2 spécialités. Il y avait une spécialité infographie PAO. Et PAO, c'est publication assistée par ordinateur. D'accord. Et donc c'est le fait de mettre en page des brochures, des magazines, des trucs comme ça. D'accord. On fait ça avec des logiciels type InDesign. À l'époque, c'était Quark Express, etc. Et l'autre spécialité, c'était web design. C'était en 2005, entre 2004 et 2006 que j'ai fait cette formation-là, cette école-là. Et à l'issue de cette formation-là, de cette école-là, je suis parti en agence de pub à Nancy. Une agence qui, on disait, peut-être on dit encore, mais 360, c'est-à-dire qui faisait la communication au global des entreprises, que ce soit l'identité visuelle, que ce soit le marketing, que ce soit l'éditorial, etc. Et donc aussi le multimédia, le web. Et comme on n'était pas beaucoup dans l'agence à avoir cette casquette-là, de pouvoir faire du web, en fait, on a créé ce petit pôle web au sein de l'agence. D'accord. Ok. La question était sur mes études ou sur le parcours? Sur les études. Tu as déjà enchaîné. Tu as commencé par les études et là, tu as déjà enchaîné sur le parcours. Ça tombe bien parce que c'est là qu'on allait... c'est sur ça qu'on allait naturellement embrayer. Donc, tu as commencé par être salarié dans une boîte. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu en gardes des souvenirs intéressants? C'est surtout cette expérience-là qui était assez particulière. Je me souviendrai toujours de mon premier jour dans cette boîte-là. J'arrive le matin, donc on te fait faire le tour de l'agence, on te présente tout le monde, bonjour à tout le monde, voilà, on te file ton Mac, t'installes Photoshop, t'installes Illustrator, tout ça. Midi, saisie d'huissiers. Les huissiers qui débarquent dans l'agence et qui récupèrent tout le matériel, toutes les chaises, tout le bordel, tu vois. Waouh! Et je fais, ah ouais. Premier jour. Oh. Et bon, bref. D'accord. Pause. Pause. Waouh! Ah oui, c'est violent quand même. Ouais. Premier CDI? Non, pas. En fait, hors job étudiant, tu vois. D'accord, oui. Ouais. Mais vraiment, au premier CDI, je sortais d'école depuis quelques mois et je... Purée. Ouais. Non mais, à ce moment-là, comment tu te sens? En fait, tu te poses plein de questions, quoi. Genre, tu te dis, où je suis tombé. Et puis en vrai, c'était quand même une agence par rapport à l'Est de la France, la Lorraine et tout, qui avait bonne presse et qui était d'une agence d'une taille assez conséquente par rapport à la moyenne des agences du coin. Donc tu te dis, j'ai vraiment envie d'être là. Donc en plus, tu as 20 ans à l'époque, donc tu continues et tu te dis, on va voir ce que ça donne, tu vois, cette histoire d'huissier.
finalement, il se trouve que, bon, il y avait quelques difficultés de gestion et financières dans la boîte, mais ça m'a permis de rester quand même 2 ans dans cette boîte-là. Ah, ok, d'accord. Développer tu vois, ça m'a permis d'avoir ma première expérience de graphiste, de web designer, tout ça, donc ça, c'était très cool. Et il y a un truc qui m'a pas plu dans cet environnement-là, c'est, alors là on reboucle sur le design, pas forcément sur le salariat, mais on reboucle sur la partie design, c'est la gestion des feedbacks de la part des clients, tu vois. Genre quand tu fais de la com, quand tu fais du design comme ça, graphique, c'est tout le temps j'aime pas. Tu vois, tes clients, peut-être des fois ils ont des goûts de chiottes et ils vont t'orienter ton design vers une direction qui est vraiment qui n'a pas de sens, quoi, qui est pas lisible et tout, tu vois. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à réaliser que je n'étais pas non plus super bon là-dedans, tu vois, dans le graphisme. Et j'ai commencé, enfin c'est pas que j'ai commencé, c'est que le boss de cette boîte-là, à un moment, on fait un point un peu annuel de ce que j'ai envie de faire. Et je lui dis, moi j'ai envie de suivre cette voie-là, de créa, d'être à l'après directeur artistique, directeur de création, un peu la voie que tu as quand tu es en agence de pub, quoi. Et lui il me dit, non, je te vois plus dans la gestion de projet, dans le truc un peu technique, etc. Tu vois, donc je comprenais pas trop à l'époque. Et en réalité, ce mec-là, il avait plutôt raison à cette époque-là, tu vois, parce que finalement, ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu plus proche de ce qu'il avait prédit que moi, ce que j'avais anticipé. Et petit à petit, je suis arrivé à faire de l'UX, faire de l'UI, tu vois, et faire du fonctionnel vraiment. Et changer le rapport que tu as au feedback de c'est plus j'aime pas, c'est ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Parce que tout peut être plus ou moins démontré quand tu fais ce métier-là de product designer, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour le petit aparté sur le design. Et par rapport à ta question sur le salariat, ce que j'en tire, etc. Déjà c'est un tremplin, tu vois, genre c'est avoir réussi à trouver une boîte qui te donnait ta chance en sortie d'école, quoi. Donc t'es pas payé des milliers et des cents, mais au moins t'as l'opportunité de faire tes preuves, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est un critère hyper cool, tu vois, c'est un hyper bon green flag de la part des boîtes quand elles voient qu'elles investissent sur des jeunes talents, quoi. Je le vois d'autant plus aujourd'hui que chez The Design Crew, on fait de la formation. On a une partie agence, studio, et on a commencé par ça d'ailleurs, on fait de la formation. Et en fait, on se confronte à des gens qui sortent de nos formations, pour qui c'est des fois compliqué de trouver du boulot, parce qu'ils se reconvertissent ou parce qu'ils sont peut-être un peu juniors sur ces nouveaux métiers et pas beaucoup d'employeurs, enfin c'est pas beaucoup d'employeurs, mais c'est pas tous les employeurs surtout qui vont faire ce choix d'investir dans des profils juniors, quoi. Et quand tu étais junior, justement, qu'est-ce qui a primé en termes de choix? Est-ce que c'était le projet de l'entreprise ou il y avait la dimension salariale qui avait quand même de l'importance? Je me posais pas la question à l'époque. Tu vois, genre pour moi c'était il faut que, tu vois, c'était même pas dans mon radar de me dire je vais être entrepreneur ou je vais être freelance ou autre, parce que développer sa clientèle sans expérience, c'est un peu plus compliqué que quand tu as un bon nom d'une agence locale un peu réputée sur ton CV, où là, en fait, peut-être que si tu veux suivre cette voie d'indépendant, tu as un peu plus de légitimité que de le faire, tu vois. Ouais. Donc, moi, tout ce qui m'importait, c'était de trouver un taf dans une boîte un peu qui faisait des projets cool et qui avait des références un peu sympas que je pouvais valoriser par la suite. D'accord. Donc, pour un jeune diplômé, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De miser plutôt sur... Parce que je parle de ça parce que dans les écoles, on leur fait miroiter des salaires pas possibles en tant que jeune diplômé. Et donc, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils s'attendent à ce salaire-là. Ouais. Et des fois... ouais, c'est... Enfin, je vois des vidéos passer des fois sur les réseaux de gens qui se disent « Ah, je vise un salaire de 80K. » Ok, tu viens d'arriver. Tu vas tomber de haut, toi. Moi, les 80K. Donc ouais, c'est dommage que les écoles fassent miroiter des fois des salaires un peu débiles, mais... le conseil à donner à un jeune, moi, sur la voie à suivre, parce que c'était ça ta question, je crois, c'est faut pas faire la fine bouche au départ, faut faire ses classes, faut faire ses dents sur un truc qui permet de se revendre derrière et qui permet de rebondir, tu vois. Tout avoir tout de suite, je pense que ça arrive, des fois tu tombes tout de suite sur la bonne opportunité et c'est trop cool,
mais des fois, faut mieux le faire en deux bandes. Tu vois, Ok. tu vas là pendant un ou 2 ans, ça permet notamment dans notre métier, tu vois, d'allumer certaines lumières sur les dashboards des recruteurs. Ouais. Et après, tu es beaucoup plus visible, beaucoup plus légitime, et ton CV, il n'est pas screené directement négativement. On tu est vois. d'accord. Ouais. Ok. Et des fois, j'entends des trucs comme quoi, c'est aujourd'hui, tu as plein de théories de management. Entre ton premier CD et maintenant, est-ce que tu perçois qu'il y a vraiment eu une évolution dans la façon de manager en fait déjà? C'est difficile de dire avec juste le faible échantillon que j'ai, tu vois. Si je me base sur ma propre expérience, je pense que oui. Tu vois, je pense que dans ce marché français, les gens ont un peu mieux compris le rôle de manager. Il y a beaucoup plus de boîtes qui font attention à faire du feedback de façon assez positive, à être constructif, à être dans l'entraide plutôt que dans le présentéisme ou dans la correction tout de suite, tu vois. Donc je pense que ça a évolué dans le bon sens. Après, je suis sûr que ça existait déjà à l'époque, peut-être que c'était un peu plus rare. Peut-être, ouais. Et aujourd'hui, il y a aussi des boîtes scandaleuses en termes de management. Donc Bien sûr. la tendance, j'aurais tendance à dire, j'espère que ça va dans le bon sens, mais il reste des catastrophes, et je pense qu'avant, il y avait des contre-exemples aussi, plutôt dans le bon sens. Ouais, en fait, je pose la question parce que souvent dans les dires des gens, j'ai l'impression qu'avant, c'était La torture. Le Far West, c'était la torture. Tous les managers, ils étaient toxiques et toutes les entreprises exploitaient complètement leurs employés. Alors que, bon, même si je n'y étais bien évidemment pas, en fait, j'ai pas forcément l'impression que le bien n'apparaît que maintenant, en fait. J'ai toujours moins cette impression que oui, il y a une tendance qui va se dégager en fonction de l'époque, des années dans lesquelles on se situe, mais globalement, même les idées qui sont mises en avant aujourd'hui, elles ne sont pas de nulle part en fait. Elles ont toujours été là, un peu diffuses, présentes dans certaines entreprises. Et puis à un moment, il y a un contexte, il y a un environnement qui fait qu'elles peuvent émerger, qu'elles prennent le devant de la scène, quoi. Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est ça s'est à mon avis développé dans le bon sens dans les marchés en tension où le marché du travail était un peu plus à l'avantage des candidats. Tu as plutôt intérêt à être bienveillant d'un point de vue management quand c'est toi qui cherches absolument des talents plutôt que le contraire où tu as 50 000 CV pour une offre. Exactement. Où là, tu fais pas les efforts, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est vrai. Et sinon, après cette première expérience, on a commencé par une journée rocambolesque. Je ne sais pas si moi je m'en serais sorti. Je sais pas. Mais moi, ma question même, elle va encore plus loin. C'est-à-dire que pendant l'entretien, la phase amont, est-ce que tu avais pressenti quelque chose? On t'a vendu du rêve, comme tout était beau, Non, que c'était parfait? Mais je pense que c'était une surprise aussi pour les employés qui étaient là, tu vois. Bon, d'accord. Donc, et puis ça remonte tellement que j'aurais pu te dire, tu vois, je me souviens plus vraiment des entretiens avec cette boîte-là à l'époque, mais ouais, je ne saurais pas te dire. D'accord. Bon, oui, c'est vrai que j'ai digressé. J'allais dire, après cette première expérience dans cette entreprise, tu as dit que tu as fait 2 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu quittes la boîte? Où est-ce que tu pars? Je pars chez un client de cette agence qui se trouve être un cabinet d'expertise comptable et qui cherchait à internaliser plus ou moins l'équipe qui avait bossé sur leur projet. D'accord. Donc je suis resté 3 ans dans cette boîte-là, et la raison qui m'a fait partir, c'est un peu les problèmes un peu récurrents, tu vois, de finances, etc. de cette agence. Pour te donner une idée, au moment où je pars, on a 2 mois de retard de salaire. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas été payé, tu vois. Ah oui. Et donc, tu vois, genre, à l'époque, tu vois, j'ai 20 ans, les 2 tiers de mon salaire, c'est pour faire la fête, tu vois. Donc finalement, c'est pas si handicapant que ça, mais tu vois, j'ai des collègues, ils ont 10 ans de plus, ils ont des enfants, et eux, 2 mois de retard de salaire, c'est compliqué, tu vois. Donc, ouais, c'est ça qui me déclenche un peu le départ. C'est compréhensible. Et je pars dans ce cabinet d'expertise comptable
qui est basé dans l'Est de la France, mais qui a des grosses ambitions et qui a racheté un cabinet qui s'installe à Paris. Et depuis Paris, ils se sont développés dans beaucoup de villes de France. D'accord. Et au départ, je fais vraiment de tout. Je fais de la vidéo, je fais du print, je fais des plaquettes de lettres de mission, des trucs comme ça. Et du web également. Tu vois, je m'occupe de tout le design web de leur site, de leur portail, de leur plateforme web, etc. Et plus tard, des applications mobiles également. C'est très cool comme expérience. C'est une boîte qui existe toujours d'ailleurs. La plateforme sur laquelle j'ai bossé, alors les versions successives, c'est une boîte qui s'appelle Time, T2IME, qui est une boîte pour les entrepreneurs, quoi, pour les aider à faire leur compta, etc. Et donc ça, c'est très, très cool comme expérience. Super. Ouais, très enrichissant, tu vois, parce qu'on apprend plein de trucs sur comment tu vends. Tu vois, le marketing, comment tu communiques tout ça en interne, là où avant j'étais en mode presta, tu vois. T'es un client qui fait appel à une agence et nous on travaille pour toi sur ta com. Là t'es intégré à la boîte aux besoins de communication qu'elle peut avoir et tu participes à ça, c'est plutôt cool. Et tu étais plutôt dans une équipe ou genre un peu en autonome et tout Non, j'étais solo designer. Par contre, on avait, en fait, avec deux autres collègues, on est passé de cette agence à ce cabinet, un chef de projet et un développeur. Et les deux, ils sont aux dernières nouvelles encore. Tu vois, ils sont encore là-bas 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, tu vois. Et je pense même 15 ans plus tard. Et ouais, non, c'était cool comme expérience. Ok. Mais intéressant. Mais oui. Intéressant, là, être seul sur le projet. J'avoue que moi, j'aime bien ce type d'environnement. En fait, pas que j'aime pas travailler en équipe, il ne faut pas le comprendre comme ça. Déjà, t'aimes bien le télétravail en solo, là. Donc voilà, Agathe va démonter les choses, ils vont me flaguer sur Internet. Non, mais moi, j'aime bien les projets, les trucs où je sens que c'est le début, en fait. C'est le début où on réfléchit à tous les tenants et aboutissants là, on est intégré dans les choix, on analyse les besoins et tout. C'est toute cette partie, je veux dire, un peu brainstorming, où on réfléchit en fait à qu'est-ce qu'on fait réellement là. J'aime beaucoup cette partie-là. Et souvent quand tu es sur un poste où tu es soit solo développeur ou solo designer, un peu comme ça là, tu es dans tout. Tu es partout et souvent c'est que tout démarre encore ou n'est pas encore à un niveau très avancé, tu vois. Et en fait tu travailles beaucoup plus, tu réfléchis beaucoup, mais je trouve que c'est beaucoup plus stimulant. Je comprends. Ouais, surtout que tu vois le truc évoluer sur plusieurs années. Tu sais, t'es pas à la mission, tu vois beaucoup plus le fruit des résultats de ton travail et tu peux itérer et tu dois le réutiliser parce que tu peux pas tout jeter à chaque fois que tu retravailles sur une nouvelle campagne ou un nouveau support. Donc c'était cool aussi comme expérience de voir l'autre côté de la relation agence-client, tu vois, annonceur comme on dit, quoi. D'accord. Et malgré ça, t'as quand même changé de boîte après ça ou pas? J'ai changé, ouais. Je suis resté 3 ans dans cette boîte-là. D'accord. Je pensais arriver à un plateau, tu vois, pouvoir faire un peu le tour. Et en fait, à cette époque-là, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je poursuis en agence de pub et j'essaye de trouver un taf dans une agence parisienne. Il y en a 2-3 qui me faisaient de l'œil déjà à l'époque et j'ai tenté même des candidatures. J'ai eu des entretiens, c'est pas allé au bout, etc. Et l'autre aspect, c'était continuer plus dans une voie produit tech, start-up, etc. Et je commençais à m'enseigner sur cet écosystème, cet environnement-là. Et donc à l'époque, je suivais quelqu'un qui est par la suite devenu mon associé, quoi. Je le suivais sur les réseaux sociaux et tout ça, parce qu'il était une personne influente un petit peu de cet écosystème. Et donc à un moment, je vois un message passer de lui qui dit coucou, je cherche 2 cofondateurs, un technique, un produit pour lancer un projet. Appelez-moi, quoi, genre qui veut en Sur les réseaux? Ouais, sur Twitter. D'accord. Et moi je fais vas-y, prenons un café, tu vois. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, tu vois. Et donc il me pitch un peu son idée de plateforme qui permet
aux gens d'aller dîner chez l'habitant quand ils voyagent. Mhm. Je fais, ah, trop cool, machin, moi ça me chauffe bien. Je réfléchis et puis je t'en reparle, quoi. Donc très vite, je le rappelle, je lui dis, bah, tiens, est-ce que tu as pensé à réserver les noms les noms sur les noms de domaine, les noms sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc je commence à m'impliquer un peu dans la création de ce projet-là. Et puis bah, du coup, il est chaud aussi parce qu'il voit que je suis impliqué. On essaye de bosser ensemble le soir, le week-end de temps en temps. Et au bout d'un mois, je claque ma dème. Ah oui. Et on part à 3 sur le projet avec un CTO, tu vois. D'accord. Donc très cool, on fait ça pendant 2-3 ans. Et ça se développe, c'est trop cool, on arrive à avoir un peu de couverture média, de passer à la télé, tu vois, genre avoir 1 ou 2 sujets télé, et donc ça c'est plutôt grisant, quoi. On lève pas de fonds, et l'histoire s'arrête au bout de 2 ans et demi, quand on passe plus de temps à essayer de trouver, nous, de la trésor pour se faire manger, tu vois, plutôt que de contribuer au projet, tu vois. Mais moi, la partie qui m'intéresse, tu dis, j'ai posé ma dème et je suis partie. Ouais. Tu étais dans un écosystème qui te permettait de démissionner. Alors, j'ai pas posé ma dème, j'ai demandé une rupture co. D'accord, donc du coup, tu avais quand même un plafond qui te permettait de... Oui, parce que ça, c'est important. D'accord, ok. J'ai pu bénéficier pendant 2 ans de mon chômage et pouvoir développer... Oui, ça, c'est important. C'est Pôle emploi, France Travail, tout ça, premier investisseur de France, quoi. Genre, vraiment, le nombre de personnes qui ont pu bénéficier de leurs droits pour monter leur boîte. Mais oui, c'est cool. C'est important de le souligner. C'est cool, ça permet de créer de l'emploi derrière. Potentiellement, tu crées de la valeur derrière, donc c'est plutôt cool, quoi. Très bien. Bon, déjà peut-être que j'allais demander, mais t'avais pas peur au moment de poser ta démission et tout? Parce que souvent, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, quitter le confort qu'il peut y avoir dans le salariat où disons, t'es à peu près certain que à la fin du mois, tu auras ton salaire. Tu sais exactement à quoi t'attendre chaque jour de la semaine. Il y a des réflexions, franchement, que tu te fais pas. Typiquement, comment je vais faire pour payer les salaires demain, ou qu'est-ce qu'on fait pour développer le produit. Quitter ce confort-là pour aller dans l'inconnu, ça peut être très difficile en fait. Ouais, c'est pas vraiment comme ça que je l'ai vu à l'époque, tu vois. Alors peut-être qu'il y a un peu d'inconscience et c'est sûrement... Il en faut, ouais, je pense, ouais. Et puis tu sais, quand t'as vécu un premier jour de salariat comme j'ai vécu, en vrai, tu te dis bon, bah j'ai tout vu, c'est bon. Tout est possible. Ouais, tout est possible, donc... Non, et puis il y a un autre truc dont je me souviens à l'époque, c'est que je me disais que le vrai risque, c'est pas de lâcher mon salariat pour aller lancer ma boîte, le vrai risque, c'est de rester et de continuer à faire des années dans cette boîte-là sans progresser, tu vois. J'aurais sûrement continué à progresser, peut-être, mais là, je me suis dit, bah vas-y, tu vas tester un nouveau truc. Le côté entrepreneurial, c'est très valorisé, donc tu vas te dire que derrière, si tu retrouves du taf, ils vont mettre ça en perspective de, c'est un mec qui fait plein d'initiatives, donc c'est intéressant. Et puis aussi, je m'associais avec quelqu'un qui avait un bon réseau, donc qui permettait de rebondir aussi si jamais ça se foirait. Donc, et puis même, c'est pas forcément quelque chose auquel tu penses directement, parce qu'au départ, tu penses que ça va marcher et que tu vas finir millionnaire, multimillionnaire, tu vois. Spoiler, on a le droit de rêver, pourquoi? Spoiler, c'est pas arrivé. Donc ouais, je sais pas, il y avait peut-être un goût des trucs du un challenge, peu du risque, un peu rock'n'roll, tu vois, genre comme je l'ai dit, quand ta première expérience c'est saisie d'huissier, t'as peut-être un goût, un truc autour de j'aime bien quand c'est le bordel, quoi. Et puis ça sort un peu de la routine qu'on connaît en salariat aussi. Non? Ouais. Oui, et après ça dépend des tempéraments, parce qu'il y a des gens qui aiment bien aussi le confort du salariat, faut pas l'ôter. Oui, disons, il y a un élément que Julien mentionne avec moi je suis quand même pas mal aligné, c'est que ça sert à rien de rester à un endroit pendant plusieurs années sans progresser. Après, c'est peut-être le progresser dont il faut, qui va avoir un sens différent pour chacun, parce que peut-être que pour quelqu'un, rester dans une boîte pendant des années, même s'il ne progresse pas techniquement,
mais qu'il arrive à avoir, on va dire quoi, son salaire, et qu'avec son salaire, il fait autre chose ailleurs, je sais pas, par exemple, acheter des appartements. Bref, il arrive à progresser dans sa vie. Lui, il a sa progression à ce niveau-là, tu vois. Après, pour moi, par exemple, ça va être, je veux progresser dans ce que je fais, quoi, dans le boulot que je fais, je veux sentir que je franchis des paliers, que j'évolue vers, on va pas dire des sommets, mais bon, vers des niveaux auxquels je suis pas. Je pense que c'est un peu ce que tu devais ressentir aussi à ce moment-là. Je sais pas parce que, enfin déjà c'est lointain et puis ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, je pense que j'aimais bien la prise de risque, tu vois, il y a un côté un peu inconséquent, il y a peut-être un côté inconséquent où je me dis bon bah au pire c'est quoi, genre je retrouve du taf derrière et puis je vais y arriver, tu vois, donc ouais, je sais pas. En tout cas, bon, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas levé des fonds et on n'a pas réussi à se financer au-delà de 2 ans et demi, quoi. D'accord. Mais en vrai, c'est ça qui m'a permis, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, de rentrer chez Blablacar, je pense. Ok, tu vois, d'accord. je faisais du produit dans une plateforme de ce qu'on appelait à l'époque l'économie collaborative. C'est ce que, en gros, c'est l'idée que, comme Le Bon Coin ou Airbnb, c'est des gens des particuliers qui s'offrent des services ou des biens, et c'est des transactions entre particuliers, quoi. Et donc Blablacar, c'était ça, mon concept, c'était ça. Et je pense que ça a rendu pertinent le fait de choper un taf de product designer chez Blablacar. Ok. Et en fait, quand tu rentres dans cette boîte-là, tu mets en parallèle ce que tu as merdé dans ta propre boîte et ce qui a bien fonctionné pour Blablacar, tu vois. Je dis putain, si on avait fait ça comme ça. Mais du coup, c'est hyper enrichissant parce que c'est pas tu passes d'un salariat à tu passes de l'entrepreneuriat au salariat, c'est tu mets en relation un peu les deux et tu comprends un petit peu comment une boîte qui a fonctionné, elle a pu fonctionner. D'accord. Je pense que tu as une meilleure perspective là-dessus que quelqu'un qui est passé de salariat à salariat chez Blablacar, tu vois. Donc ça, c'était très cool. Ça a duré 2 ans. Il y a eu la possibilité de créer des projets très cool, de pouvoir commencer à recruter une équipe aussi. Derrière, on a recruté un manager pour cette équipe-là. Mais au bout de 2 ans, plus forcément aligné avec la façon dont on faisait le produit, je suis parti dans une autre boîte. Je suis parti chez Itch. L'application de VTC. D'accord, ouais. Et un peu rebelote là, sur le côté un peu prise de risque, rock'n'roll. Je mets la tête à un endroit où je sais pas trop comment ça va fonctionner. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous connaissiez Itch à l'époque, c'était un service différent de VTC. C'était pareil, des particuliers qui, toi, moi, on prenait notre voiture et puis on ramenait des jeunes bourrés après leur soirée en boîte. Ah, ça a changé maintenant ? Ouais, maintenant c'est des chauffeurs professionnels comme sur Uber. D'accord, ok. Et il se trouve que pourquoi ça a changé ? Parce qu'il y a eu un procès, quoi. Et il y a eu un procès pendant que je postulais, quoi. Genre je suis arrivé. Non mais tu tombes à pic à chaque fois. Nickel. Je me dis que moi si c'est pas rock'n'roll, j'y vais pas, tu vois. Donc ouais, ils étaient en plein procès. Je commence en janvier, en mars. Je crois, mi-mars, c'est jugé illégal, tu vois, jugé comme étant une pratique illégale du métier de taxi. Donc il faut réinventer le service, il faut recentrer ça sur une activité plus professionnelle avec des chauffeurs qui ont des licences professionnelles, etc. D'accord. Et donc, c'était cool, c'était marrant. Là, on me fait un peu plus confiance. Je commence à recruter des premières personnes et tout, et on me fait un peu plus confiance pour gérer l'équipe sur les étapes d'après. Donc je deviens Head of Product Design, je deviens manager de l'équipe Product Design, et je fais ça pendant 4 ans. Ah oui, d'accord. Ah oui, une vraie plongée dans le salariat, quoi. Ouais, j'ai un peu alterné un peu les deux, tu vois, et je pense que c'est enrichissant. C'est intéressant parce que tu vois qu'il y a... En fait, tu vois bien le chemin, en fait, sur le parcours de Julien. Il fait ses études, commencer dans une boîte, avec un premier job incroyable, voilà. Après une deuxième boîte où il est un peu plus indépendant dans les choses qu'il fait.
Après, allez, L'envie de... on va tenter un truc, 2 années d'entrepreneuriat, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Après, on revient en salariat, on progresse ensuite vers un poste avec un peu plus de responsabilité. En fait, tu vois bien la structure du parcours, quoi, et tu sens qu'il y a toujours ce goût du risque. Ce goût du risque là, quelque part au milieu, quoi. Voilà, ça devient un peu trop confortable. Allez, on casse tout, on recommence. Ouais. Voilà, quoi. Rétrospectivement, c'est vrai que tu traces les points et tu arrives à avoir un peu de la cohérence, quoi. Mais quand tu es en train de dérouler le truc, quand tu es en train de choisir ta prochaine opportunité, tu penses pas à ça, tu réfléchis pas à ça. C'est juste que je pense qu'il y a un facteur chance du fait que ça fonctionne bien et que c'est cool et que j'ai choisi un métier où en fait à l'époque on n'était pas beaucoup à le faire. C'est vrai, je suis d'accord. Un truc qui s'est développé et j'ai grandi en même temps que le métier en France. Quoi. Ouais, je suis d'accord. L'écosystème en product design il y a 15 ans, c'était pas ça, quoi. Et ouais, donc il y a le facteur chance et puis il y a le facteur un peu... je sais pas, tu vois, j'ai plein de défauts, mais je pense que réussir à prendre le mieux des expériences d'avant pour en faire quelque chose qui est utile pour l'expérience d'après, je pense que ça, je l'ai pas mal réussi, tu vois. Oui, et puis ça t'a permis de gagner aussi en expérience, parce que après tu es devenu manager, donc c'est une force aussi importante. D'accord. Avant de faire le focus un peu sur la partie managériale, là, lorsqu'au bout de 2 ans, sur le projet entrepreneurial que tu avais lancé avec tes associés, vous décidez d'arrêter, c'est quoi ton sentiment en ce moment-là? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que... En fait, c'est quoi la tonalité en ce moment-là? Ouais, il y a de la déception, tu vois, parce que tu as des rendez-vous avec des fonds d'investissement, ils donnent pas suite, parce que t'as pas la traction nécessaire, t'as pas la croissance nécessaire pour justifier qu'ils mettent des sous dans ta boîte. Donc, un peu de désillusion, tu vois, là-dessus. Plus l'urgence on arrive en fin de nos droits à Pôle emploi, donc il faut qu'on fasse un peu de freelance, qu'on trouve des missions, tout ça. Au final, tu passes plus de temps à faire des missions qu'à t'occuper de ta boîte et à essayer de la faire développer. Et puis il y a un autre aspect aussi qu'on a appris rétrospectivement aussi, tu vois, par la suite, pas sur le coup, mais en fait on était juste 3 geeks dans un bureau qui essayait de faire le meilleur produit et qui a mis trop de temps. Tu vois, on a mis je sais pas combien de mois à sortir la première version. Si j'avais à refaire le même chemin aujourd'hui, à lancer quelque chose, je sortirais un truc dégueu, j'apprendrais de mes utilisateurs, j'améliorerais machin. On est d'accord. Et pas essayer de peaufiner, d'avoir le truc parfait. Non, on peut pas sortir le truc comme ça, donc on reprend 1 mois de délai pour finaliser. Et ouais, ça tu l'apprends dans la douleur. Et donc c'est cool parce que c'est des erreurs que tu peux pas forcément faire quand tu es salarié. Et donc faire des erreurs en tant qu'entrepreneur, c'est assez enrichissant aussi. Bah, tu vois là, c'est bien, c'est ce qui est bien avec ce format-là. Parce que moi, ne serait-ce que de ce que tu viens de dire, là, j'apprends. Parce que moi, j'ai ce côté-là. Tu sais, quand tu es ingénieur, tu es en gros technicien en fait. Parce que toi, tu fais c'est de la technique. Et quand tu es salarié, tu dois sortir de la bonne technique. Tu vois. Mais quand tu passes en entrepreneur et que tu essaies de faire un produit, en fait, il y a plein de constructions que tu as dans la tête qu'il faut que tu puisses déconstruire. Comme par exemple dire, ok, je sais que ce truc-là, il ne fonctionne pas bien. Je sais que dans 20% des cas, il va bloquer le navigateur, mais le sortir quand même, tu vois. Ça, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai du mal avec, tu vois. C'était une torture. Dès que je vois un truc qui ne marche pas, en fait, directement, j'ai presque envie de m'asseoir pour le régler. Mais c'est sans fin. Merci. Exactement. C'est sans fin. C'est ça. Tu peux toujours l'améliorer. Tu peux toujours. Et sinon, tu sais quoi? En fait, il y a un truc que je me suis dit aussi plus tard, c'est si ça fonctionnait pas comme ça, si vraiment il y avait une fin et que le produit pouvait être parfait, qu'est-ce qu'on ferait dans ces boîtes-là? Genre, pourquoi les boîtes comme Blablacar, Airbnb, elles continueraient à payer des développeurs si le produit était fini, tu vois? Donc comme c'est infini, tu as plutôt intérêt à le sortir rapidement pour que les gens puissent commencer à en bénéficier et toi pouvoir
recevoir des feedbacks sur ça. Exactement. Et ouais, c'est des leçons qui sont pas faciles à apprendre parce que, effectivement, tu vois, quand tu es salarié, tu as plutôt ce cadrage de je vais essayer de faire le truc le plus parfait possible. Et les boîtes tech, la tech et les boîtes tech se sont un peu battues là-dessus, contre ça. Tu vois, elles ont essayé d'apporter un peu de dynamisme et de prise de risque auprès de leurs salariés. Tu connais la valeur, enfin un des slogans qu'avait Facebook en interne, le côté done is better than perfect. Perfect, ouais. Et donc, ils sont revenus un peu sur ça parce que c'était devenu l'excuse pour shipper tout et n'importe quoi. Et donc, ils shippaient de la merde, genre, ok, vas-y, done is better than perfect, let's go. Et donc, ils sont un peu revenus là-dessus. Mais ouais, pour un entrepreneur, c'est important. Et comme c'est un peu ton bébé, comme c'est un peu ton truc, tu as du mal. Vraiment Ça dedans. demande. Exactement. Et il y a des bouquins, il y a des citations. Tu vois, il y a le mec je crois que c'est le mec de LinkedIn qui avait dit un truc qui était de l'ordre de si quand tu sors ton produit, t'en as pas honte, c'est que tu l'as sorti trop tard. Ouais, c'est bien, alors. Bon, ça va alors. Bon, on n'a pas trop honte, mais bon, c'est pas parfait. Ok. Mais tu vois, je vais retenir ça. Oui, Ok. oui. Et puis, tu vois, ils ont tout théorisé sur le MVP, créer un MVP, Minimum Viable Product, et tout ça, ça va dans le sens de, on va mettre rapidement un produit sur le marché, puis on va itérer, on va être dans l'amélioration continue, plutôt que d'être en mode projet, et on délivre quelque chose qui est parfait. Donc la tech s'est un peu battue là-dessus, sauf que quand c'est ton projet à toi, ça demande de se faire violence. Et puis tu veux être efficace, tu veux que ça serve, donc c'est vrai que Mais il faut que tu te mettes des baffes. Exactement. Il faut que tu te mettes des baffes pour le sortir. Alors que tu connais la théorie, alors que tu as lu les citations. Bien sûr. Tu vois, moi, tout ça, j'ai en tête que oui, le produit, il va pas être parfait. Il y aura toujours des bugs. Mais à force de te côtoyer, j'ai l'impression que tu as peur, toi, du regard en fait, de l'utilisateur. Se dire, ben tiens, Yann, il a sorti ça. Ah ben c'est nul, tu vois. J'ai l'impression que tu as cette peur-là. Ouais, tu fais genre, tu as déjà 200 000 utilisateurs. C'est ça, exactement. Alors qu'il n'y a personne. Ils se projettent. Ouais, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont tous se dire? Mais tous, vire-le tous déjà, parce que il n'y a personne, tu vois. Le truc, et du coup, par exemple, moi, je me fais souvent cette réflexion-là moi-même, en fait. Je me dis, ah non, il faut ignorer. En fait, retire tout ça de ton esprit. Retire tout ça de ton esprit, et puis, vas-y, quoi. Ça va être de la merde. Ils vont voir, ils vont te dire où c'est de la merde. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'ils te diront où c'est de la merde, tu sauras ce qu'ils ont utilisé, quelle merde ils ont vu. Ouais. Donc tu sais que ça c'est important. Exactement. Là ils utilisent et donc c'est là qu'il faut mettre de l'effort. Bon. Exact. Mais bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. c'est pas facile. Et du coup là après chez Blablacar, tu deviens Head of Product Design. Non, chez Itch. Chez Itch, Chez Itch, tu deviens Head of Product Design. Ouais. Là, maintenant, tu commences à devoir manager des équipes. Tu n'es plus solo dans ton design, tu n'es plus que sur ton design. Maintenant, c'est toi qui pilotes. Comment ça se passe? T'apprends déjà à préparer le terrain pour travailler en solo, c'est facile, tu vois. Travailler à deux, ça nécessite beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de communication pour que ce qui a été fait trouve du sens chez la nouvelle personne qui débarque. Exactement. Beaucoup plus facile de passer de 2 à 3 que de passer de 1 à 2 quoi. Dans une équipe. Quoi. Donc tu prépares le terrain pour ça, et puis après, c'est comment tu prends la mesure de ton rôle de manager. Au début, c'est quoi manager? Donc au départ, tu penses que tu vas être un peu le chef juste là pour donner, pas ton avis, mais donner les directions à suivre. Et en réalité, il y a un côté beaucoup plus coach et faire grandir l'équipe que... Bien sûr, tu penses que... Enfin, ça dépend quelle notion tu as du mot manager, mais moi, en tout cas, dans ma construction, c'était... je vais décider, tu vois. Je vais orienter, je vais donner la direction, et c'est vachement comme ça. Et tu te rends compte que c'est beaucoup plus donner de l'ownership aux gens, donner leurs responsabilités, les donner
enfin, les rendre responsables d'une partie de ton produit et les faire grandir pour que ils le fassent mieux que toi, quoi. Pareil, je crois plus, et je croyais avant, je crois plus du tout au management par l'exemple. C'est-à-dire que je vais donner l'exemple et les gens vont essayer de faire mieux que moi et ils vont pas y arriver parce que je suis le manager et donc c'est moi le meilleur. Ça, j'y crois vraiment plus du tout. Ouais. Et ça serait dommage de penser comme ça, de construire une équipe comme ça, parce que ça voudrait dire que tu mets une limite au niveau de ton équipe qui est la tienne, qui est ton propre niveau, tu vois. Tu as envie de recruter des gens qui sont meilleurs que toi, et ça pose d'autres problèmes, le fait de recruter des gens qui sont meilleurs que toi, c'est quand tu recrutes des gens qui ont des attentes par rapport au fait que tu les fasses progresser. Et que tu vas pas que tu les fasses progresser, mais en fait la façon dont tu vas les faire progresser. Il y a des gens que tu recrutes qui sont meilleurs que toi, et qui attendent que tu les rendes meilleurs par ton travail à toi, par tes connaissances, ta pratique du design. Et en réalité, ça fonctionne pas, parce que, encore une fois, sinon, le niveau maximal de ton équipe, c'est ton niveau à toi. Exactement, ouais. Et donc, il y a des gens que j'ai recrutés qui pensaient que ça fonctionnait comme ça, et moi qui essayais de leur apporter d'autres choses sur va parler à cette personne-là, on va organiser une rencontre avec une autre équipe design d'une autre boîte, comme ça on va apprendre d'eux et tout, et qu'ils ne l'avaient pas vu comme ça. Donc il y a un côté attente à clarifier avec les gens de ton équipe et les gens que tu recrutes pour qu'ils soient satisfaits que ça puisse fonctionner comme ça. Et il y a tu vois, maintenant je fais, dans notre boîte, on a une formation design management. On forme des gens à devenir managers d'équipe design. Et une des slides qu'on a, un des exemples qu'on a, c'est, il y a une slide, je la vois très bien là, il y a Michael Jordan et il y a Phil Jackson, qui est le coach de Michael Jordan pendant une grosse partie de sa carrière. En tout cas, celle où il a gagné des titres NBA. Phil Jackson, c'est un ancien joueur NBA. Il a gagné aussi 2 titres NBA. Mais c'est pas le quart du joueur. C'est pas la même. C'est sans commune mesure. Ouais, c'est pas le quart du joueur qui a été Michael Jordan. Pourtant, c'était son coach, il l'écoutait, etc. Donc ce mec-là avait quelque chose qui a bénéficié à Michael Jordan et que Michael Jordan respectait. Et en fait, c'est plus ça la relation que tu dois avoir. C'est comment tu permets aux gens d'être meilleurs sans que toi, tu sois le cadre dans ta discipline. Tu vois. Et tu sais, je pense que c'est même une erreur que souvent dans une équipe, les gens font. Se dire que le manager doit nécessairement être pointu et meilleur que sur leur domaine d'expertise. En fait, c'est pas forcément ça le sens de la chose. Et pour être honnête, même moi, je me suis déjà posé la question, quoi. Quel sens ça avait qu'un manager d'une équipe de développement ne comprenne même pas en fait ce qui se passe en fait dans le code et tout. Mais moi j'ai eu cette expérience là justement dans mon domaine, dans le domaine du recrutement, où j'étais amenée à recruter des gens comme vous. Et beaucoup de profils tech en fait nous reprochaient d'embaucher des chefs de projet qui étaient plutôt fonctionnels et pas techniques. Ils avaient vraiment du mal par rapport à ça, en disant il n'est pas légitime en fait. Oui, bon, et ça c'est compliqué pour le changement de mentalité. Ça dépend de ton niveau de... Ouais, alors je peux comprendre des attentes des gens. Peut-être que c'est des profils qui avaient les mêmes attentes que les gens que j'ai recrutés. Peut-être. Mais peut-être aussi que c'était les chefs de projet que tu recrutes qui pipent rien du tout au métier, tu vois. Il y a ça aussi. Je reprends l'exemple de Phil Jackson. Phil Jackson, c'est un ancien joueur. Il sait de quoi il parle. Il sait que il faut mettre la balle dans le panier, tu vois. Si tu recrutes des chefs de projet qui comprennent pas qu'il faut mettre la balle dans le panier, tu vas avoir des problèmes, c'est sûr. Mais c'est même pas ça. Ils avaient de l'expérience, mais ça allait au-delà de ça. À partir du moment où dans leur tête, ils n'avaient pas de profil tech, oui, voilà. Il y avait un blocage. C'est les attentes qu'ils avaient. C'est ça, c'était les attentes. Donc je comprends bien. Il y a un peu de pédagogie à faire. C'est vrai chez les devs. Beaucoup chez les devs, c'est vrai chez les devs. Oui, c'est beaucoup vrai. C'est beaucoup vrai chez nous. En effet. Après, moi, ce qui m'a permis un peu de passer au-dessus de tout ça, je pense que c'est mon expérience chez Nokia. Où, oui, c'est vrai que mon manager et tout, il avait été lui-même dans l'équipe il y a très longtemps, tu vois. Mais je me suis rendu compte en fait que dans son management, en fait, à aucun moment il ne venait parler
du code, de ce qu'on faisait techniquement, quoi. D'accord, ok. À chaque fois, quand il parlait, c'était soit au niveau des trucs de l'équipe, ou c'était au niveau produit, ou ce qui se passait au niveau de l'entreprise qui pouvait nous impacter. C'était vraiment ça, et communication, comment ça va, est-ce que tu t'en sors et tout. Et je crois que j'ai déjà raconté sur le podcast mon premier, je vais pas dire one-to-one, mais tu sais, quand tu arrives période d'essai 2-3 mois après, ou disons moi, en fait, premier CDI, en fait, tu sais, j'avais l'impression que j'étais lent. Tu es l'étudiant, tu sors d'école là-bas, tu allais vite, tu faisais des trucs, et puis là, tu as l'impression que tu vas à 2 à l'heure, tu as l'impression que ça va pas, mais en fait, les autres n'ont pas forcément, tu vois, la même impression que toi, en fait. Vrai. Et en fait, c'est dans les échanges, je me suis rendu compte que, en fait, ce qu'on pense, nous, du management, c'est pas forcément ça. Donc, en vrai, il faut peut-être que nous-mêmes, on se pose des questions sur la conception qu'on a, en fait, de ce que c'est que manager. Ouais, exact. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que souvent, c'est un peu trop, mais tu as des bons développeurs, des bons ingénieurs qui vont pas être de bons managers. C'est vrai, c'est certain, bien sûr. C'est certain. Parce que déjà, dès la base, la compréhension de ce qu'il faut pour bien manager une équipe, c'est déjà un peu bancal. C'est pour ça que c'est important de les former aussi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de boîtes qui mettent en place du dual track, tu vois, des 2 voies. À un moment, tu es senior et 2 voies s'offrent à toi. Exactement. La voie du management ou la voie de la contribution individuelle experte. Et là, tu deviens un lead designer et tu fais du dev, mais à un niveau encore plus important. Et tu prends des choix techniques plus critiques, tu as un niveau d'influence plus important, tu prends des projets moins scopés, un peu plus flous, comme ça, tu les pousses avec plus d'autonomie. Et donc, c'est dev++, quoi. Et il y en a d'autres qui sont plus formatés pour faire du management et accompagner les équipes. Et nous, ce qu'on croit, c'est que, tu sais, dans notre formation management, là, c'est que tu dois avoir un effet multiplicateur sur ton équipe. Et en fait, un manager, il ne va pas apporter, si tu mets bout à bout la contribution de tous les designers ou tous les contributeurs de ton équipe, le manager, ce n'est pas une contribution que tu rajoutes au bout de cette chaîne-là. C'est toutes les contributions de tous les gens de l'équipe multipliées par 1,5 ou 1,3, etc. Et c'est ça qui fait que tu as un effet multiplicateur sur l'impact que peut avoir ton équipe. Et aussi, je pense que des gens qui pourraient se demander si j'ai un bon manager ou pas, c'est pas est-ce que cette personne-là m'a appris des trucs, c'est est-ce qu'elle a mis en place un système qui m'a permis de progresser dans mon métier aussi. Je suis complètement d'accord, je parlais tout à l'heure on va rencontrer, je t'envoie dans des conférences, je vais essayer de trouver les bonnes conférences pour te permettre d'apprendre des nouvelles choses. Je vais organiser des rencontres avec d'autres équipes produits pour qu'on puisse comparer un peu nos pratiques et voir enrichir les nôtres, etc. Tu vois. Donc je pense que c'est ça le succès d'un manager, c'est est-ce qu'il a mis en place un système qui permet à son équipe de progresser. Et je crois que j'avais un espèce de critère de succès non officiel sur mon boulot de manager. Ton taf, c'est aussi de garder tes talents. Vraiment garder ton équipe, machin. Leur proposer un cadre où ils peuvent tout le temps être revalorisés et continuer de progresser, tout ça. Mais je me disais que si j'avais un critère de succès non officiel qui était que le jour où ils partent, s'ils peuvent avoir n'importe quel taf, moi j'aurais bien fait mon boulot, tu vois. Exact. S'ils peuvent avoir un taf de ouf chez Spotify, machin, etc., là tu te dis putain, j'ai fait du bon boulot parce que les gens que j'ai managés, derrière, ils ont des tafs dans des boîtes hyper exigeantes, tu vois. Donc je me suis dit, si j'arrive à faire ça et que les gens que je forme, que je manage, ont des tafs vraiment cool, j'aurais bien fait mon taf. C'est beau ça. C'est un bel objectif. Mais tu peux pas l'avouer. Enfin, tu peux pas l'avouer parce que ton but, c'est quand même de les garder. Exactement. Tu vois. Mais quand même, je trouve que avoir ça comme tu as dit, objectif non officiel de manager, franchement, c'est magnifique parce que ça veut dire que tu as quand même le souci de ton équipe. Tu as vraiment le souci de les faire progresser et pas que
de shipper ton produit. Tu vois, et ça, franchement, c'est bien. Non, c'est beau. Moi, je trouve que... Tous ceux qui écouteront cet épisode, retenez ça, franchement. C'est ce qu'on vous C'est demande pas magnifique. plus. J'en ai une autre aussi. Non, mais tu sais, première expérience de manager, tu te dis, ouais, vas-y, je serais une bête de manager si j'ai une équipe de 30 personnes. Et en réalité, plus vite, au fur et à mesure que ça a évolué, je me suis dit, non, c'est pas ça le bon critère de succès pour un manager, c'est pas j'ai managé 30 ou 60 personnes, c'est j'ai managé 10 personnes et on a fait le travail de 30, tu vois. Et genre, si tu es capable derrière d'aller dans une boîte et dire, voilà, on a fait ça et on était 6, et qu'ils se disent, waouh, c'était que 6, là, tu as réussi ton taf en tant que manager, tu vois. Complètement. Donc, c'est pas vraiment lié, tu vois, le succès d'un manager à la taille de son équipe, comme on peut le voir souvent, c'est ce que son équipe a réussi à accomplir dans un nombre assez restreint, quoi. Super. Ok. Franchement, c'est top. Et du coup, je suppose que après ça, chez Itch, c'est là où l'envie est revenue. La deuxième aventure entrepreneuriale commence. Là où on retourne encore dans l'inconnu, on recasse tout pour tout recommencer. Ouais, tout à fait. En fait, pendant que j'étais chez Itch, j'ai reçu un message de quelqu'un qui deviendra mon associé par la suite, qui me dit, voilà, je m'appelle Jordan, on se connaît pas, je suis en train de contacter plein de head of design pour, alors je sais plus, il faudrait que je retrouve, ça serait marrant de retrouver les messages. Mais je m'appelle Jordan, voilà, je cherche à faire une formation qui aiderait les designers à progresser dans leur métier et je contacte plein de head of design pour m'aider à construire cette formation-là. Et il se trouve que je suis le premier à lui répondre, lui dire, vas-y, chaud, vas-y, on prend un café. Donc après, un café près de mon bureau, les bureaux de Itch à l'époque. Et très cool, vas-y, emballé par le projet, on se voit, on continue et on construit cette formation-là. Et donc au départ, moi je suis sur The Design Crew un mentor, genre j'interviens le samedi sur la formation et je donne des cours d'idéation, de machin et tout quoi. Et au bout de 2 ans, Jordan était solo, il a construit ce truc-là, il menait sa barque un peu solo. Et on continue à discuter parce qu'on échange pas mal à l'époque, tu vois. Et il sait que moi, j'ai commencé à faire un pas de côté et à postuler chez eFounders. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle Exa, qui est un startup studio. Et la perspective de se dire, tous les 3 mois, tu montes une nouvelle startup dans un cadre un peu fermé, avec des bonnes conditions parce que c'est financé et tout ça, c'était plutôt excitant, tu vois. Et je suis pas pris. Lui, on en a discuté et au bout de quelques semaines, il me dit ton pas de côté, est-ce que t'es pas chaud de le faire ensemble avec Jérémy qui est mon deuxième associé, qui lui avait déjà acté qu'il le rejoignait. Et je suis ouais, carrément, pourquoi pas, tu vois, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer la valeur que mon métier pouvait avoir dans une boîte. Je le faisais déjà au sein de Itch, tu vois, je faisais lors de l'onboarding des nouvelles personnes, je faisais une petite présentation pour dire, voilà, nous on n'est pas des peintres, on n'est pas en train de dessiner des carrés colorés, on est là pour aider les développeurs à construire le bon produit, construire les bonnes fonctionnalités. Et ça, je voulais le faire à plus grande échelle. Et donc là, l'opportunité de le faire, pas au niveau d'une boîte, mais au niveau de l'écosystème tech, ça m'a bien plu. Et donc, pareil, Rupture Co, je l'ai rejoint. Et c'est cool, tu vois, depuis 5 ans. Depuis 6 ans. Ouais, on fait ça, ouais. Super. Et comment ton expérience de salarié, de manager et tout, aujourd'hui te sert dans ton entreprise? Parce que là, maintenant, c'est toi le boss. Ouais, difficile à dire. Comment mon expérience de salarié me sert, peut-être de l'empathie par rapport à nos salariés, tu vois, mieux comprendre un peu les considérations qu'ils peuvent avoir, les demandes qu'ils peuvent avoir, de quoi ils ont besoin pour progresser. Donc ça, je pense que d'avoir vu l'autre face de la pièce, ça aide à faire ça. Et ensuite, c'est à peu près tout, quoi. Genre, parce que c'est tellement un métier différent, entrepreneur, que t'as pas le choix, quoi. S'il y a des trucs, tu peux pas en reporter à ton boss, c'est toi le boss, quoi. Donc, s'il y a un problème, il faut que tu trouves une raison. Une solution. Un problème avec le site internet, les DNS qui foirent, je sais pas quoi, il faut que tu ailles toi-même chercher c'est quoi les DNS et tout ça, tu vois. Donc, je comprends. Donc ouais, faut que tu te débrouilles un peu plus, quoi.
Et est-ce que, en tant que salarié, il y a quelque chose que tu détestais en tant que salarié et tu t'es dit, un jour, si j'ai ma boîte, jamais je mettrai ça en place parce que c'est pas possible. Alors, au contraire, il y a plutôt un truc qui m'a bien plu, qu'on a essayé d'intégrer, c'est, je pense à 2 trucs. Je pense au partage de connaissances qu'il y avait chez Blablacar, où en fait, il y avait ce qu'on appelait le Blabla Talk, où en fait, les gens devaient à un moment donné dans la semaine assister à une mini-conférence de la part d'une des équipes de Blablacar qui parlait de ses projets, qui parlait de son métier, comment ça fonctionnait. Et en fait, ça permettait de donner un regard à tout le monde sur ce que fait l'équipe Growth, ce que fait l'équipe Admin, ce que fait l'équipe Finance, etc. Et ça, c'était plutôt cool sur le partage de connaissances. Et l'autre truc inspirant, c'était plus chez Itch, sur la culture du remote, la culture du télétravail. En fait, même avant le Covid, la boîte était organisée de façon à ce que n'importe qui puisse travailler de Ah oui, précurseur donc, ok. Ouais, carrément, ouais. Tu vois, alors, un des premiers employés de Itch, c'était quelqu'un qui n'était pas à Paris, et donc toute l'équipe tech s'est construite autour de on va prendre des talents un petit peu partout. Donc on avait des collègues en Allemagne, en Angleterre, en Grèce, partout, tu vois, en Espagne, et tout ça. Donc ça, c'était très cool. Et en fait, on l'a aussi intégré chez The Design Crew, tu vois. Moi, maintenant, je suis à Strasbourg. Un de mes associés, Jérémy, est à Nantes. On a des gens à Rouen, en Espagne, à Bordeaux, etc. Donc, c'est cool. D'accord. Et après, est-ce qu'il y a des trucs que je me suis dit, je veux pas du tout faire ça? Non, je crois pas. Pas sur ça. Il y a des exemples je me souviens d'un truc que je voulais pas faire et que j'ai fait différemment. C'était plus entre Blablacar et Itch, la façon dont on gérait le produit. Je me suis dit, moi, je vais faire différemment. D'accord. On avait une équipe produit chez Blablacar et ça a changé depuis. Tu vois, j'ai eu l'occasion d'en discuter et je sais que ça a évolué. Mais on était arrivé à une époque où le produit et les designers faisaient leur spec dans un coin et un peu dans leur tour d'ivoire, machin, balancer ça aux développeurs, maintenant implémenter ça, tu vois. Et ça, j'étais persuadé que c'était pas la bonne façon de faire. Et quand je suis parti chez Itch et qu'on m'a fait confiance pour monter l'équipe, je me suis dit, un des trucs que je veux faire, c'est que mes designers soient les meilleurs potes des développeurs avec qui ils bossent. Et en fait, on va investir énormément sur la relation designer-développeur. Et je veux qu'ils discutent avec eux, je veux qu'ils comprennent la tech, et je veux que quand ils réfléchissent à comment on construit les interfaces, le produit, ils aient le travail du développeur en tête et ils savent comment ça fonctionne. Tu vois. Donc, parlez-vous, explique-lui ce que c'est qu'une API, etc. Et ça, je pense, l'avoir bien réussi aussi. Tu vois. Super. Mais ça, c'est trop. Franchement, encore une fois, c'est pour les gens qui écouteront. Si vous avez des designers de développeurs qui se parlent, franchement, ça facilite beaucoup de choses. Bien sûr. Product manager, designer, développeur, ça doit être des gens qui se parlent tous les jours. Voilà. En fait, c'est la même équipe. C'est la même équipe. Et même, j'irais au-delà, même entre même les utilisateurs et les développeurs aussi. C'est un peu plus difficile, mais... Dans le sens qu'il faut qu'ils comprennent en fait votre logique, parce que nous, en tant qu'utilisateurs, on a tellement l'impression que c'est pas facile, mais que ça va tellement vite, que je me rends compte qu'un projet, en fait, même un outil à développer, ça met un temps énorme. Mais en tant qu'utilisateur, on n'a pas forcément cette notion-là, nous. Donc, faut communiquer. Oui, il faut trouver comment vulgariser, parce que après, tu sais, pour... Julien est sûrement devenu un peu plus meilleur là-dessus avec toute son expérience, mais tu me demandes à moi d'expliquer au grand public c'est quoi une API, je galère. Je pense que tu peux, avec des mots simples, je parlais de Blabla Talk tout à l'heure, tu sais, de gens qui prenaient la parole pour expliquer leur métier. Les développeurs de Blablacar avaient pris la métaphore du restaurant pour expliquer l'API. Et ils disaient, le menu, c'est l'interface. Le restaurant, la salle du restaurant, c'est le front-end. Et le back-end, c'est la cuisine. Exactement. Et le mec qui fait l'aller-retour, le serveur, alors le serveur, c'est pas le serveur, l'ordinateur, mais le mec qui prend les commandes, c'est l'API, parce qu'il fait le lien entre les clients et la cuisine. Mais tu vois, c'est clair, j'ai tout compris. Merci Julien d'avoir cette baguette. Elle me posera plus la question désormais.
c'était une belle discussion. Franchement, c'était chouette. C'était une belle discussion. Très enrichissant surtout. Très enrichissant. C'est un parcours qui est cohérent en fait. À la fin. Du début à la fin. Il y a une ligne directrice. Ouais. Tu vois. On peut dire qu'il y a toujours eu ce goût du risque là, un peu au milieu, cette envie de progresser, d'aller vers, on va dire, vers des choses qu'on ne maîtrise pas, qui ne maîtrisait pas nécessairement, mais qui pouvaient le faire progresser. Et, pour moi, c'est un parcours qui est véritablement inspirant, qui peut donner justement des idées à certaines personnes, tu vois, des gens qui pourraient en ce moment être, disons, dans des jobs, dans des postes où, voilà, je m'ennuie, je ne progresse pas. Chaque jour c'est la même chose et qui se demandent en fait quoi faire, est-ce que j'ai des options et tout, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ailleurs, de quitter le confort qu'on a pour tenter autre chose. Ça pourrait donner des idées à des gens comme ça, savoir que c'est possible en fait, parce que souvent il y a surtout ça qui manque, savoir que c'est possible, tu vois. C'était pareil, un peu l'idée que j'avais avec Anastasia. C'est possible de partir de la com et finir dans la tech, de faire l'inverse, c'est possible. Tout ça, en fait, il faut s'en donner les moyens. Voilà. Je peux rebondir là-dessus. Vas-y. Je suis d'accord avec toi et je pense que c'est cool d'avoir des gens qui témoignent de leur parcours et si ça peut aider, c'est tant mieux. Il y a un truc auquel je fais gaffe, moi, quand je consomme des histoires comme ça, tu vois, des témoignages, c'est un truc qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu m'invites parce que, enfin, vous m'invitez parce que j'ai quelque chose à raconter et que j'ai pas pris des risques qui ont été trop préjudiciables, mais on n'invite jamais aussi, et peut-être que ça serait intéressant d'inviter quelqu'un qui s'est planté, parce que t'invites toujours les gens qui ont des trucs sympas à témoigner, tu vois. Le côté un peu, suivez vos rêves, je suis bien la preuve que ça marche, etc. Peut-être qu'il y a 1000 personnes qui ont suivi le conseil et qui n'ont pas réussi, et eux, on leur tend pas le micro, tu vois, souvent aussi, le problème, c'est que malheureusement, souvent ceux-là n'ont pas envie de raconter. Oui, c'est ça aussi, Tu vois, c'est pas forcément vrai, c'est plus difficile de venir raconter un échec parce que derrière, on n'a pas forcément, disons, le moyen de dire que j'ai rebondi de telle façon, quoi. Puis c'est la culture aussi européenne, tu vois, qui valorise pas l'échec. Je me souviens, il y avait une conférence qui s'appelait la FailCon, la Fail Conférence, quoi, où en fait ils valorisaient beaucoup plus l'échec et ils s'interviewaient que des ratés, tu vois, que des gens qui sont plantés pour célébrer un peu l'échec, parce que tu le vois jamais ça. Et je pense que c'est un changement de mentalité qu'il faut réussir à avoir. Mais tu l'as un peu souligné quand même avec la première expérience, le fait d'avoir... C'était pas ma boîte, tu vois. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Oui, mais tu sais, c'est quand même... je trouve que tu aurais pu ne pas le mentionner. Oui, c'est vrai. Tu aurais pu ne pas le mentionner. C'est quand même bien de l'avoir mentionné pour dire que, bon oui, au milieu de tout ça, déjà en fait, c'est pas ta première, disons, aventure entrepreneuriale qui a fonctionné du premier coup. Tu as tenté quelque chose avec d'autres personnes, ça n'a pas marché. Et bon, tu en as tiré quelque chose. Et franchement, je profite de ce que tu as dit là pour... si quand vous avez des choses qui ne marchent pas et tout, partagez, quoi. Et puis c'est pas une fin en soi. C'est difficile. C'est difficile. C'est pas facile quand même de partager. Ça peut... Quand tu te foires, ça dépend si tu partages que tu te foires et que tu as réussi un truc derrière, tu vois. Oui. Mais ouais, c'est pas facile. Je pense que c'est pas toujours évident et même souvent tu peux avoir des invités qui vont pas forcément mettre l'accent en fait sur ce qui n'a pas marché en fait, tu vois. Et même ne serait-ce que pour dire en fait a posteriori pourquoi ils pensent que ça n'a pas marché, parce que même ça aussi ça peut donner des idées à des gens qui aujourd'hui sont en train de faire quelque chose et pour éviter par exemple les écueils que cette personne a rencontrés. Donc oui, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Alors Agathe,
comment est-ce qu'on peut conclure? Mais écoute, moi je trouve que c'est un parcours hyper inspirant. Et moi je pense que ça va beaucoup m'aider parce que nous deux on est dans cette phase-là où le projet est sorti, donc l'outil est sorti. On est vraiment dans cette phase où on va tester, on va voir si ça fonctionne. Voilà, que j'ai dû le sortir des verres du nez pour qu'on puisse le sortir. Elle m'a un peu forcé. Hein. Non mais sinon on sera encore... Elle m'a un peu forcé, elle m'a dit ah, non, c'est pas possible. Je me dis, non. Ça va jamais être fini ce truc. Mais bon, franchement là c'est sorti et j'ai fait la première expérience du... En fait, tu te prends la tête, mais à personne. Mais oui. Mais donc tu t'en fous. C'est clair. Non, je suis d'accord. Donc c'est vraiment très... J'ai trouvé ça, limite, j'ai envie de dire passionnant. Et puis même l'état d'esprit. Je trouve qu'avec le salariat, l'expérience du salariat jusqu'à l'expérience en tant que freelance ou même entrepreneur, je trouve que tu as su tirer les bons tips pour pouvoir améliorer et faire en sorte que tout fonctionne correctement. Donc... En fait, moi, je ne trouve pas que ce soit des échecs, mais plutôt des apprentissages au fur et à mesure. Puis en fait, maintenant, tu es en plein apogée de la start-up, quoi. Bon, est-ce qu'il a son apogée? C'est pas peut-être qu'il n'y est pas encore arrivé. Que je préchauffe et que... Voilà. C'est ça, bientôt. Et puis, est-ce que c'est bon d'arriver à son apogée? Dans tous les cours d'histoire, là, quand un empire atteint son apogée, derrière, ça le déclin. Je pense qu'il vaut mieux ne jamais l'atteindre. Ou en tout cas, l'atteindre le plus loin possible. Quoi. Ouais. En tout cas, c'était chouette. Moi, j'ai adoré cet échange-là ensemble. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, merci d'être venu, d'avoir accepté de partager ton parcours avec nous. Ouais. Bon, Agathe a déjà bien conclu. Moi, je vais juste rajouter un truc. Si lors de votre première expérience, les huissiers se ramènent, n'ayez pas peur. Ça peut quand même bien se passer derrière. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe et Julien pour le canal Parcours. Au revoir. À bientôt.